Merci de nous rejoindre pour une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Elmarcus, Laël et Smoochie. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud. Cette fois-ci, nous sommes en 1947. Vous êtes en France, à Paris plus précisément, et même encore plus précisément, vous êtes devant l'Hôtel des Invalides à Paris. Et nous sommes le 12 juillet 1947. Donc, vous attendez dans une petite salle de l'Hôtel des Invalides parce que vous avez été convoqué, une convocation très officielle, un ordre de mission de l'armée française. Je pense que c'est Denis, c'est Denis qui va arriver en premier. Et tu sais que suivant l'ordre que tu as reçu, tu dois te présenter dans la salle d'attente du colonel Liévin. On voit arriver un homme grand, à la peau noire. Je laisse te présenter, Denis, si tu veux rajouter quelque chose. Mais c'est cela, oui, grand à la peau noire, un port altier. On voit de suite que c'est un militaire ou un ancien militaire, vu comment il se déplace d'un pas assuré, franc. Et je vais voir la personne qui est certainement à l'accueil et je lui explique que j'ai été convoqué et qu'il m'indique la porte de la pièce à laquelle je dois attendre. Alors effectivement, il y a une secrétaire qui te fait signe de t'installer. Tu vois que pour l'instant la salle d'attente est vide et il y a une petite table basse, quelques journaux du jour et puis des chaises qui ont l'air très spartiates. Mais après tout, tu fais partie de l'armée, tu as l'habitude. Oui, donc je vais me poster face à une chaise, face à la porte, que je voie les gens qui rentrent. Eh bien, 5 minutes plus tard, David, le docteur David Longman, arrive, son ordre de mission peut-être à la main encore, pour essayer de savoir où est-ce qu'il faut qu'il aille. Moi, je travaille pas aux Invalides, moi. Aucun d'entre vous ne travaille aux Invalides, mais c'est là où vous avez été convoqué par le colonel Liévin. C'est peut-être la première fois que tu y mis les pieds, d'ailleurs. D'accord, Dr David Longman, voilà, environ 35 ans, il se porte bien, les yeux clairs de glace, et puis un humour un peu morbide, mais voilà, je reconnais Denis. Denis se lève, lui tend la main. Oui. Denis Petit Pierre, mais on se connaît, je crois. Il lui serre la main. Oui, bien sûr qu'on se connaît. On a déjà servi avec le capitaine. Oui, c'est cela, mais j'ai tellement fait de missions depuis que des fois j'ai du mal à reconnaître. Mais oui, bien sûr, je me rappelle bien. Ça va dans ta vie T'arrives à te remettre un peu de la guerre? Oui, pas vraiment, mais là, ces missions aussi, c'est assez étrange, mais je les accepte, moi. Oh, moi j'ai l'habitude, c'est mon quotidien. Bon, asseyons-nous, je pense que d'autres personnes devraient arriver. Oui. Et pratiquement en même temps, effectivement, Calder et Muriel, vous arrivez, vous retrouvez l'un et l'autre devant la porte. Je ne sais pas qui rentre en premier. J'ouvre la porte, bien entendu, si madame veut bien se permettre. Je vous en prie. Du coup, je passe. Et puis, je suis. Donc Muriel, je te laisse te présenter. Ouais, moi, c'est Muriel, donc c'est une petite dame brune. Et qui a les cheveux en bataille, parce qu'elle a sûrement dû être tirée de son boulot et part s'asseoir sur une chaise libre. Quel âge à peu près? 33. Une trentaine d'années.
Donc t'es habillée de façon un petit peu désordonnée, c'est ça que tu disais ? T'as quitté ta blouse de laboratoire quand même. C'est ça, oui, j'étais dit, mais non, quand même, elle aurait enlevé. Et surtout, sachant dans quel labo elle travaille, heureusement qu'elle l'aurait enlevé. Bon, parfait. Et juste, donc, derrière toi, Calder t'emboîte le pas. Ah bah finalement, nous allions au même endroit. Ah, je me présente, Kalter Benkassem. Vous apercevez un petit homme brun, bedonnant, yeux marrons, un peu dégarni sur la tête, mais bien habillé. Belle veste, pas très chic, mais voilà, on sent qu'il officie dans les lieux, on va dire, où il y a du public. Cravate bien ajustée. Et puis, il ne manque pas une fois que Muriel a eu l'occasion de s'asseoir, je ne manque pas d'aller saluer mes anciens camarades. Denis se lève, s'avance vers Muriel. Mes hommages, m'attend, m'a faisant une courbette. Puis il se retourne avec Calder. Tenez, vous ici. Eh bien, oui. Nous reconstituons l'équipe, on dirait. Tiens donc. Ah, Calder, quel plaisir de vous voir. Madame. Eh bien, il en est de même. Alors ça, vous venez pour la même raison ? Nous avons été convoqués, je pense, oui, comme vous. On a été convoqués, oui. Et madame, quel est votre rôle au sein de l'équipe ? J'ai été convoquée aussi, je suis chercheuse dans les matières radioactives. Une chercheuse ? Oula. Pas pourquoi on m'a fait venir, mais... Moi non plus, une intellectuelle, je vois pas... Du coup, je viens. David Longman, médecin. Si je peux vous aider. Et moi, j'officie maintenant dans l'université de Oran, pardon. Et je suis, j'enseigne les langues en fait, l'arabe, le français, l'anglais. Bien. Ouais, je reprends en fait ce que je faisais déjà dans l'armée, si vous vous rappelez, mes amis. J'étais sous-officier traducteur. Oui, tu nous as été utile pour parler avec les autochtones. Oui, même les autochtones, ouais, tout à fait. J'ai un grade, moi, ou pas ? Sûrement. Alors, vous avez participé à au moins 2 opérations un petit peu spéciales, donc tu dois être dans les premiers grades des officiers, je suppose. Moi, je suis soldat, il y a marqué. Du coup, tu peux... David, t'as dû rentrer en tant que sous-off, donc je pense peut-être tu es lieutenant. Denis, je crois que t'es le moins gradé, en fait. Il y a marqué soldat, je suis soldat, moi. Ouais, tu dois être... alors, je vais pas te dire de bêtises par rapport à l'armée française, mais il me semble que après tu peux être sergent, si je dis pas de bêtises. Bon, du coup, je fais le salut militaire à David et Calder. Après, tu sais, en fait, que ça soit David ou Calder, eux, en fait, ils sont sous-officiers c'est lié à leur niveau d'études. C'est-à-dire qu'en étant recrutés dans l'armée, ils n'ont pas forcément fait les classes comme toi, qui étaient élevés, on va dire, à la force physique. Eux, c'est plutôt par rapport à leurs études. Et c'est vrai que c'est pas rare souvent que les lettrés, même s'ils sont moins souvent sur le terrain, ils peuvent avoir des postes. Tout à fait, mais Denis, il a ce réflexe là. Il est conditionné, Denis. J'étais résistant, de la première heure. Donc pendant que vous faites connaissance, la petite secrétaire derrière son bureau arrête de taper à la machine et se lève et vous dit le colonel Liévin vous attend. Et elle vous ouvre la porte. Vous arrivez dans un bureau très militaire, très strict, un grand bureau de ministre avec derrière donc le colonel Liévin, que vous n'avez, je crois, jamais rencontré, ni les uns ni les autres. Et donc, derrière lui, comme dans tout l'hôtel des Invalides, vous avez le portrait du président, Monsieur Vincent Auriol, qui a été élu en janvier de cette année 1947. Et donc, le colonel Liévin est un homme assez sec, plutôt de petite taille. Il porte toutes ces médailles telles que vous le voyez là, et il fait signe donc à Muriel de s'asseoir et vous dit « Eh bien, vous êtes tous là, messieurs, madame, je vous remercie de votre ponctualité. Effectivement, sur votre ordre de mission, il y avait écrit 10 heures, il est 10 heures. 00.
à heure de, de l'horloge parlante. Donc, Garde à vous, hein, il est punké là. Garde Voilà. à vous. Donc, Voilà. repos aux soldats, il vous laisse vous asseoir, et il a devant lui une espèce de dossier, un dossier qui n'a pas l'air très touffu, mais vous voyez du coin de l'œil, il y a des documents manuscrits, il y a des documents imprimés. Vous dites, écoutez, il se retourne, sa secrétaire était encore à la porte, il dit, mademoiselle, merci de fermer la porte. Eh bien, nous sommes là, je vous préviens d'ores et déjà qu'il s'agit d'une mission confidentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État français a créé le commissariat à l'énergie atomique. C'est notre général de Gaulle qui l'a créé, donc le CEA, qui a été créé il y a 2 ans maintenant. Et nous sommes à la recherche d'uranium, d'où la présence de mademoiselle Aspern, qui va être pour cette mission le cerveau scientifique de l'affaire. Donc, en France, nous n'avons pas beaucoup de matières premières. Hein, voyez-vous, pour faire une pile atomique, il faut de l'uranium. Mais mademoiselle Aspern vous fera un exposé plus tard si cela est nécessaire. Nous avons bien quelques endroits en France, notamment dans le Limousin, mais c'est top secret, où nous avons un petit peu d'uranium. Mais nous avons découvert au Niger, dans une de nos colonies, qu'il y avait un filon qui serait vraiment d'une qualité et d'une quantité exceptionnelle. Et ce qui m'amène à la mission que je vais vous confier, donc vous allez tous partir pour le Niger. J'aurai besoin d'une expertise de vous tous, et avec un peu de renfort armé. C'est pour ça que j'ai également demandé à Monsieur Denis Petitpierre. Monsieur Calder, vous serez chargé des traductions et diplomatie. Vous verrez que là-bas, donc en dehors de nos hommes effectivement qui parlent français, il y a également des Touaregs, et je crois que vous maîtrisez cette langue, et il peut y avoir aussi des contacts arabes, ainsi que d'autres. Et quant à vous, docteur, je vais en revenir un peu plus tard, mais je pense que vous serez tous les 4 de toute façon très nécessaires à cette mission. Voilà. Depuis... nous avons des archives très très anciennes et qui sont fort bien tenues. Hein. Nous sommes tout de même l'armée française. Nous avions suspecté qu'il y avait un gisement d'uranium à côté d'Arlit, grâce à des documents. J'ai cela ici, vous voyez qu'il farfouille un petit peu, et il vous sort un journal manuscrit. Vous voyez que c'est le journal d'Armand Manzoli. Je vous le donnerai un petit peu plus tard. Il dit, voilà, le capitaine Blanchard, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, a rassemblé quelques documents. Le document d'un gendarme, d'une sœur, oui, je vous vois faire les gros yeux, mais une sœur missionnaire, et il y a un dessin. Et en fait, nous avons pu remonter depuis 1904 un endroit où il nous semblait qu'il y avait des contaminations à l'uranium. Nous avons, grâce à mademoiselle Aspern aussi, je crois que vous avez étudié, me semble-t-il, une certaine statuette en provenance d'Arlit, je ne me trompe pas. Oui, qu'on a trouvé au hasard chez un antiquaire. Voilà, c'est ça, c'est une des pièces qui nous a conduit à trouver ces fameuses mines d'uranium au Niger. Donc, vous aurez un dossier complet, je vais vous donner donc copie de ces documents, la copie du journal de Monsieur Manzoli, qui était un gendarme de l'armée française, de cette sœur. Et il s'avère qu'en 1904, il s'est passé des choses assez étranges. Bon, après, ce sont des journaux de personnalités... Je ne saurais pas dire, peut-être un petit peu déviante, dirons-nous. En tout cas, bref, il se trouve que ça nous a permis de remonter la filière de cette contamination à l'uranium, et nous avons effectivement, nous sommes sûrs maintenant qu'il y a une mine d'uranium qui se trouve pas très loin d'Agadez. Votre rôle dans cette mission est de persuader le chef de tribu locale, un certain, donc c'est un homme un petit peu âgé, un certain Hadj Oumar, qui a
qui a créé une société d'exploitation des mines. Il s'agirait de le convaincre de faire un contrat avec la France. Les intérêts de la nation sont en jeu, messieurs, madame. Il faudrait que le contrat soit signé avec nous. Et j'ai cru comprendre que malheureusement les soviétiques, et peut-être même les Américains, essaieraient de nous griller cette affaire avant que nous arrivions. Donc je vous conseille d'être extrêmement prudent, diplomate, bref, de faire preuve de toutes les capacités pour lesquelles vous avez été choisi et de vous assurer que ce contrat ne passe pas en dehors de la France. Hein. C'est vraiment prioritaire, c'est une mission prioritaire. Nous avons sur place le sous-préfet, monsieur Marcel Côté, à qui vous devrez vous présenter. Sachez tout de même, je vous demanderai de faire les rapports uniquement ici, à l'hôtel des Invalides. Donc vous pourrez m'envoyer un téléx. Alors pour ceux qui ne savent pas un téléx, ce que c'est qu'un téléx, c'était une invention révolutionnaire. C'est un téléphone qui écrit, le téléx. J'ai peut-être ça quelque part. Ouais. Je Voilà. connais Alors, cette chose. Voilà, en 1947, le téléx, c'est quelque chose de révolutionnaire. Ça permet, en fait, c'est l'évolution du télégramme. En fait, vous tapez sur le clavier, ça envoie un message, mais ça l'envoie à distance. C'est comme un fax. C'est ça, sauf que tu tapes toi-même au lieu d'envoyer un message. C'est l'ancêtre du fax. Et l'héritier du télégramme. Donc vous aurez accès au téléx, je vous laisserai les codes confidentiels, et donc à la sous-préfecture, vous avez un téléx sur lequel vous pourrez communiquer. Le sous-préfet, monsieur Côté, n'est pas réputé comme quelqu'un de très fiable, malheureusement. Mais bon, ça reste néanmoins un fonctionnaire français sur le pays sur lequel vous allez. Donc vous partez dès maintenant. J'ai affrété personnellement un avion. Comme sur l'ordre de mission, c'était noté vos bagages sont faits. Et donc vous allez partir dès que le chauffeur vous aura emmené à l'aéroport. Je vous laisserai examiner les documents joints pendant votre trajet. Je vous demanderai d'être efficace. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que la France qui cherche à signer ce contrat, et il est vraiment important, et c'est un objectif vital qui nous permettra d'assurer la suprématie française sur le domaine du nucléaire. Avez-vous des questions ? Oui. Donc on a pouvoir, je ne sais pas lequel d'entre nous, pour pouvoir négocier un prix, pour pouvoir négocier un niveau de prix, pour pouvoir négocier quelque chose. Ou sommes-nous libres quelle est la quantité, enfin l'engagement financier qu'on peut avancer? Eh bien, d'après les premiers rapports d'expertise, il s'agit vraiment d'une mine d'uranium de la plus haute importance. Et je ne pense pas que le mania local, ce Hadj Oumar, ait la moindre idée de l'argent qu'il pourra en tirer. Donc je vais vous dire, oui, vous avez, on va dire, vous pouvez négocier sans aucun souci. Et là, alors en 1947, sur le franc, je vais vous dire des bêtises, mais en fait, il va vous annoncer une somme qui vous paraît tout à fait colossale et qui correspond en fait à la moitié du budget de l'armée pour l'année. D'accord. Donc en fait, on négocie pour l'armée. Donc là, oui, tout à fait. Hein, vous êtes engagé pour ça. Hein. C'est pour ça qu'en dehors de Denis Petitpierre, qui est votre garde du corps, parce que c'est quand même une zone dangereuse, bien, je compte sur vous, madame et messieurs, pour assurer et faire un contrat. Après, on peut rien garantir. Si c'est pas exploitable, c'est pas exploitable. Hein. Eh bien, je compte sur vous, Miss Asperne, pour nous assurer de la qualité de cet engagement. Mais d'après les informations que nous avons pu avoir, il te sort une carte d'état-major. Voilà. Hop là. Que tu étudieras plus tard. Qui a été faite par le lieutenant Jean, n'est-ce pas ? Qui est une véritable carte d'état-major.
ils sont sûrs au niveau scientifique qu'il y a vraiment une mine d'uranium exploitable. À ce stade-là, ça, ils en sont sûrs. Par contre, maintenant, il reste à mettre en place vraiment un accord. D'accord, ceci sous le sceau du secret alors. Bien, ça doit rester confidentiel jusqu'à ce que l'accord soit signé, oui. D'accord, faudrait pas que les Américains y vendent... C'est ça, les Soviétiques ou les Américains. L'un ou l'autre ne doivent pas spolier la France d'une ressource inestimable. Enfin, là c'est quand même encore colonie française, non? Enfin, Eh bien, oui, mais les derniers rapports, il s'agirait tout de même, les rapports qui nous liaient au Niger sont n'oubliez pas que c'est un territoire outre-mer maintenant. Donc oui, c'est rattaché à la France. Cependant, nous sommes petit à petit obligés de céder le pouvoir politique aux élites locales. Et c'est pour ça qu'il est vital que ce contrat soit signé maintenant, avant que nous n'ayons plus autant de pouvoir sur cette région du monde. d'accord. Devons-nous nous attendre à une sorte de résistance Bien, il y a musclée toujours les nomades Touaregs qui peuvent être un danger, bien que depuis les accords de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous les ayons tout de même neutralisés. Hein. Ils ont soutenu l'axe allemand, donc ils sont tous sous le coup d'une procédure disciplinaire. Ils n'ont plus le droit d'avoir des armes comme avant. Ils sont dans des camps. Donc nous avons tout de même neutralisé en grande partie la menace Touareg. Mais ceci dit, cela arrive malheureusement qu'il y ait quelques problèmes dans la région. D'accord. Et Mais puis évidemment, vous pouvez y avoir... disons que l'élite locale cherche à prendre le contrôle et parfois à des actions, on va dire, anti-françaises, bien qu'il soit territoire de l'outre-mer. d'accord. Et donc ce gisement d'uranium, nous devons l'explorer ou être sûr qu'il y a vraiment un gisement? Alors, nous sommes sûrs... De détection, avons-nous moyen de se protéger éventuellement des radiations? Eh bien, nous sommes sûrs qu'il y a un gisement. Vous n'êtes pas obligé de descendre vous-même dans la mine, ce n'est pas ce que vous demandons. Pour l'instant, ce qu'il s'agit de faire, c'est vraiment de conclure un accord donc commercial. Hein. C'est pour cela que vous êtes envoyé là-bas. Parfois, si vous avez vraiment besoin d'aller visiter ce gisement, faites ce qui vous semble être propice. Mais ce n'est pas la mission prioritaire. Pas trop conseillé non plus, hein. Voilà, Miss Asperne saura vous tenir au courant des éventuels dangers de la région. D'accord. On a quand même le temps de se préparer par rapport à ça, en matière de précaution, avant de partir, ou qu'est-ce que vous en pensez, Madame Asperne? Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme précaution? Bien. Alors, je vais être embêtée un peu pour répondre parce que je sais pas à quel point ils connaissaient trop la radioactivité à cette époque. Donc, Alors, en fait... je sais pas. Oui, tu sais que en principe, pour être vraiment au contact, oubliez pas qu'en fait là, l'uranium, il est tant qu'il n'est pas exploité, il est plus ou moins inactif. C'est-à-dire que ce qui va être dangereux, ça va être les vapeurs, par exemple. C'est-à-dire sur le site même de l'exploitation, ça c'est ce que va vous dire Miss Asperne. Par exemple, respirer là où le minéral est extrait, il vaut mieux se protéger pour pas respirer et inhaler les particules. Après, vous n'avez pas 5 minutes non plus. C'est pas au cœur d'une pile atomique où là vous avez vraiment de l'uranium concentré, hein. Mais il est conseillé de... Alors, vous voyez les apiculteurs un petit peu comme ça. En gros, en 1947, ça ressemble à ça. C'est pas tellement différent de maintenant, au final, avec une espèce de vitre en verre pour protéger le visage, mais les combinaisons existent. Vous pouvez demander dans votre vol qu'il y ait 4 tenues qui soient fournies en cas de besoin. Donc c'est des tenues qui sont censées être étanches 1 heure et après en fait il faut les changer parce que on n'est pas sûr de l'étanchéité. Hein. On va en prévoir 8. Ok.
Après, budget, pas de problème. Hein. Le colonel Yévin va te signer pratiquement, on va dire, un document en blanc de réquisition, de façon à ce que tu puisses prendre ce qui te paraît nécessaire à ta mission, hein, Muriel, et les autres aussi. Hein, d'ailleurs. Et ça existait les compteurs GGR? Ouais, c'est ça, je pense. Tout à fait. Il y avait des compteurs GGR qui marchaient aussi bien que maintenant, hein, au final, hein, parce que ça n'a pas tellement changé. Hein. Donc oui, tu peux mettre dans ton inventaire, Muriel, le compteur GGR. Bon, les combinaisons, c'est pas la peine de le mettre, ça sera... Bon, vous allez pas pouvoir vous balader avec tout le temps parce que c'est super encombrant. Mais on pourra vous livrer sur place une caisse, donc une grande cantine de fer avec les tenues adéquates. Ok. Bien, moi, ça me semble parfait, tout ça. Bon, ce soir, faut manger des huîtres, faut remplir la thyroïde de diode. Alors, en Afrique, ça sera pas possible, hein, va falloir le faire maintenant, hein, parce que vous partez là. À Paris. Ah, mais on part là maintenant, là. Ah oui, là... Là, maintenant, là. Avant Vous les pouvez huîtres. peut-être en demander dans l'avion, je sais pas. Alors, un petit déjeuner sur le pouce. Alors, exceptionnellement, donc vous allez avoir... Dans le repas. Alors l'avion, par contre, ça sera pas. Ça sera un avion, on va dire, assez confortable. Hein. Vous êtes assis, vous êtes quand même des hauts fonctionnaires, hein, pour la plupart d'entre vous. Et à la demande du docteur David Lockman, il va y avoir une petite bourriche d'huîtres qui va vous être livrée pour être dégustée. Pour être dégusté pendant le vol, qui dure assez longtemps, hein. Je crois qu'il y en a pour une dizaine d'heures. Hein. Des gélules d'iode auraient suffi. Ah ouais, et les comprimés d'iode. Est-ce qu'il y en a d'iode, oui. Ouais. Vous voyez autre chose avant de partir? Bah, je sais pas, je crois que j'ai toute ma trousse médicale, médico-chirurgicale en fait. Pensez juste à rajouter en note quand vous me demandez quelque chose et que c'est accepté. Mettez juste en note ça dans votre inventaire pour y penser plus tard. Moi, mon matériel de chercheuse, enfin, je sais pas, tu Il y a du palu là-bas, là, ou pas? Non. Oh oui, bien sûr. Bon, voilà, traitement anti-palu, tout ce qu'il faut pour l'Afrique. On peut avoir des menottes, des trucs comme ça. Des menottes. Oui, après, tu peux avoir ce dont tu as besoin. Oui. Par contre, il tire pas bien pour un militaire, je viens de voir. Alors, Denis, je crois qu'il est 20%. spécialisé en combat au corps à corps. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être que suite à une de ses blessures, il a été légèrement blessé à un œil. Peut-être que tu as un œil qui voit pas très bien, ce qui explique qu'au tir, tu sois un petit peu défaillant. Une explosion, sûrement, tu vois. Et toutes les munitions qu'on veut, hein. Une caisse de munitions, presque. Après, par contre, oubliez pas que là, vous y allez en tant que diplomate, hein, quand même. Hein, donc, il s'agit pas de mettre non, mais ça sera caché. La ville à feu et à sang, mais vous pouvez emmener dans la mesure du raisonnable vos armes. Quelques chargeurs. Est-ce que je connais un peu la culture des Touaregs et des Arabes et surtout de ce monsieur Haj Oumar? Alors, ce que je voulais voir, si j'avais pas oublié de te mettre la langue qui nous intéresse. Je regarde, je t'ai mis... Oui, tu as l'amazigh. Donc, tu parles Touareg, tu parles arabe, tu parles toutes les langues locales. Et savoir... tu sais que c'est un chef de village. Donc là, tu peux comprendre que c'est plus ou moins un chef de région, même. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait le satisfaire? Enfin, quelles sont les choses qui pourraient être amenées à nous demander en échange de ce contrat d'exploitation? Alors, est-ce qu'il lui ferait plaisir des chameaux? Tu sais que là, maintenant, en 1947, il y a beaucoup d'élites, on va dire, qui ont fait des études en France, souvent à Paris, et qu'en fait, l'argent... la plus grande quantité, ils sont un petit peu vénaux, donc tu sais qu'en fait un contrat qui présente de l'argent, ça marchera très très bien. D'accord, donc on a tout ce qu'il faut. Le moteur de la guerre est très simple en fait, hein. C'est l'argent. Entendu. Qui dit argent dit pouvoir, qui dit pouvoir dit armée, milice locale, etc. Et voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. D'accord, mais pourquoi c'est pas le sous-préfet Marcel Côté qui n'a pas déjà fait le contrat ou... Même parce que c'est un sous-préfet en fait, c'est pas un militaire.
Et là, vous allez... ça, vous êtes militaire. Donc, c'est un contrat qui doit être passé au nom de l'armée française. D'accord. Tu vois, c'est particulier. Mais les politiques sont au courant quand même, ou on fait ça en secret? Oui et non. Alors, Monsieur Marcel Côté a été mis au courant il y a peu, mais c'est la seule autre personne que vous qui a être au courant de ça. Et même en France, ils le savent pas. Il y a que c'est très confidentiel. C'est le président de la République alors qui... Oui, c'est voilà, ça fait partie. C'est une mission spéciale par le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, et c'est directement sous l'ordre du président. Mon colonel, nous allons faire notre possible pour réussir cette mission. Je dirais même, vous pouvez compter sur nous. Je salue, je tape du talon. Et je sens. Je fais un salut un peu moins rigoureux que mon ami Petit Pierre. Et galamment, il va aider Muriel en t'aidant à te lever de ta chaise. Et il vous salue en disant Madame, messieurs, la France compte sur vous. Et vous partez. Je pars le cœur joyeux.